Merci à tous et à toutes de vous être connectés afin de participer au webinaire de ce soir. Je suis Claire Lambert, référente égalité et chargée de mission diversité et inclusion à l'ENS Paris-Saclay. Je vais tout d'abord laisser la parole à Nathalie Carrasco, présidente de l'ENS Paris-Saclay, pour officiellement lancer ce webinaire. Puis Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L'Oréal, nous en dira davantage sur l'engagement de la Fondation sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, notamment au travers de l'enquête menée par la Fondation L'Oréal et Ipsos, du call to action qui a suivi et de ce nouvel outil de sensibilisation. Nathalie? Merci Claire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire que, comme vous le voyez sur nos fonds d'écran, nous accueillons virtuellement à l'ENS Paris-Saclay ce soir. Il s'agit d'un deuxième rendez-vous qui fait suite au webinaire du 19 octobre dernier que nous avions déjà fait ensemble et dans lequel nous avions présenté ces résultats de l'enquête Ipsos dont vient de parler Claire, réalisée pour la Fondation L'Oréal sur le harcèlement sexuel et le sexisme au sein du monde scientifique. Pour revenir à l'ENS, en quelques mots, cela fait maintenant plusieurs années que l'école s'engage au travers d'une série d'actions sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, car c'est un enjeu essentiel pour tout le monde, mais pour nous, afin de garantir que les personnes qui étudient ou travaillent dans les locaux de l'école puissent le faire dans des conditions adéquates, c'est-à-dire évidemment sans avoir à craindre pour leur sécurité physique ou morale. L'an dernier, nous avons voulu déjà caractériser l'état des violences, de cet état de violence sexiste et sexuelle dans notre environnement. Donc, nous avons nous-mêmes lancé une grande enquête avec l'aide du cabinet Equality afin de faire notre propre état des lieux du vécu de ces violences au sein à la fois de la population étudiante et des personnels de l'ENS. Et évidemment, malheureusement, cette enquête a montré qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, puisque, pour ne citer que quelques chiffres, à propos de nos étudiants, 24% des normaliens et des normaliennes qui ont répondu à l'enquête ont indiqué avoir subi au moins une fois une remarque sur les compétences différenciées entre les femmes et les hommes, et 15% plusieurs fois. Pire, concernant les étudiants, 12 normaliens et normaliennes sur les 1500 étudiants de l'école ont rapporté avoir été victimes d'un viol depuis le début de leur scolarité. Quant au personnel de l'établissement, ils ne sont pas épargnés par ce fléau non plus des violences sexistes et sexuelles. Ainsi, 20% des personnels qui ont répondu à cette enquête ont dit avoir subi au moins une fois des incivilités ou de l'irrespect en raison de leur genre, et 12% plusieurs fois. Donc bien sûr, ces chiffres sont tout d'abord glaçants et surtout inacceptables. Et nous sommes donc très motivés à poursuivre dans toute l'école et intensifier nos efforts dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons ainsi, avec toute l'équipe et avec l'aide de Claire en particulier, mis en place un plan d'action contre les violences sexistes et sexuelles qui comprend un plan de formation afin de former à terme l'ensemble de la population étudiante et des personnels de l'ENS Paris-Saclay. Nous avons également mis en place une nouvelle plateforme de signalement. J'insiste sur ce terme, je reviendrai juste après. Cette plateforme va prochainement être mise en ligne pour permettre à toutes les victimes et tous les témoins de violences sexistes et sexuelles de nous rapporter ces faits, s'ils ou elles le souhaitent, de façon nominative ou bien anonyme. Je reviens sur le terme de signalement. Aujourd'hui, nous avons mis beaucoup de choses en place, notamment notre procédure de prévention, une procédure après de traitement des cas, de suivi. Mais par contre, on voit bien que le signalement aujourd'hui, c'est le maillon faible de toute notre procédure. Puisque par rapport à ce sondage qui a été fait, eh bien, en réalité, les signalements qui nous remontent n'ont rien à voir avec les chiffres de ce sondage. On est donc bien en dessous de la réalité par rapport aux cas qui nous remontent. Et donc, c'est vraiment très important aujourd'hui pour nous de pouvoir travailler plus fortement, plus efficacement à cette remontée des cas, ce signalement des cas, pour être plus efficace après dans la poursuite du traitement. C'est donc dans ce cadre que nous avons organisé plusieurs événements en partenariat avec la Fondation L'Oréal afin de sensibiliser toujours plus de personnes et toujours mieux à ces questions. Et l'outil qui va vous être présenté ce soir est vraiment très important dans cette démarche d'amélioration du signalement, puisqu'il a justement vocation à aider les chercheurs et les chercheuses qui font face à des situations
qu'ils ou elles ne savent pas bien qualifier ou identifier, à y voir plus clair et à être en capacité de confirmer s'il s'agit bien d'agissements qui sont inacceptables, voire illégaux, et donc rentrer dans une procédure de nous mettre au courant. Il est donc crucial de rendre cette étape d'identification des faits de violences sexistes et sexuelles plus facile, afin que les victimes ou les témoins puissent ensuite décider de ce qu'ils ou elles souhaitent faire et de nous demander, en tant qu'institution, de faire cesser ces situations. Donc, en conclusion, je vais redonner la parole à Claire. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce soir. Merci à la Fondation L'Oréal pour le développement de ce nouvel outil que, à titre personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe, nous avons hâte de voir présenter et discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup, Nathalie. Bah, je passe directement la parole à Alexandra pour qu'elle nous en dise plus elle aussi. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce mot et notre collaboration et notre partenariat, parce qu'en effet, si nous soutenons les femmes scientifiques depuis de nombreuses années, on a besoin de partenariats de qualité pour pouvoir aussi créer des conditions qui leur permettent de pleinement contribuer avec leur recherche scientifique, à la recherche scientifique. Donc, la Fondation L'Oréal travaille depuis 25 ans à la visibilisation de femmes scientifiques. On sait que aujourd'hui, il y a environ un tiers de femmes scientifiques. Parmi les scientifiques, il devient beaucoup moins nombreuses, malheureusement, le plus on monte dans les échelons. Donc, on a encore un plafond de verre et des freins dans les carrières de femmes scientifiques. Nous avons commencé notre action donc il y a de nombreuses années parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes scientifiques étaient moins visibles, moins célébrées, moins honorées. On sait aussi que malheureusement, le nombre de femmes scientifiques ayant reçu le prix Nobel est extrêmement faible, même s'il augmente ces dernières années. Donc, il y avait tout un enjeu autour de attirer des femmes scientifiques vers la recherche, les rendre visibles, à leur faciliter l'accès à des postes de responsabilité au cours de ce travail, bien sûr. Nous nous sommes intéressés à quels sont les freins. Les freins sont nombreux, comme dans la société. Donc, les femmes sont bien sûr victimes des biais, elles sont victimes des enjeux d'équilibre vie privée, vie professionnelle, d'une hypercompétitivité dans la recherche qui ne leur permet pas toujours de concilier leur vie personnelle avec la vie professionnelle, avec déjà un système éducatif et très tôt des biais qui s'intègrent dans leur carrière ou leur parcours scientifique. Hein. Malheureusement, on sait actuellement qu'il y a par exemple 74% de femmes qui ont jamais envisagé une carrière scientifique ou technique. Hein. Donc, au cours de leur scolarité après. Mais on s'est aussi intéressé, on encourage de jeunes filles, on encourage de jeunes femmes de s'orienter vers la recherche et on sait donc que le harcèlement sexiste existe et du coup on voulait aller un peu plus au fond des choses et on a mené une enquête avec Ipsos l'année dernière où donc a été révélé qu'une femme scientifique sur deux déclare avoir été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. On sait que pour la moitié de ces femmes qui ont été victimes de harcèlement, ça se produit dans les dernières 5 ans, donc post-MeToo, hein, parce qu'on peut croire que MeToo a complètement changé la donne, mais on voit que malheureusement, ce n'est pas le cas. 7 scientifiques sur 10, là, hommes et femmes, disent qu'on ne parle pas assez de sexisme et harcèlement sexuel dans le monde scientifique et 2 tiers de personnes interrogées ont confirmé que ont regretté une insuffisance et une inefficacité des actions pour prévenir ou lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Donc, pour la Fondation L'Oréal, vous vous imaginez que
c'est quand même complexe et compliqué pour nous et c'est une question éthique. On a des programmes for Girls in Science pour de jeunes filles. On encourage de jeunes femmes de 20, 25 ans de s'orienter vers la recherche scientifique et on connaît ces chiffres sur ce qui les attend dans leur vie professionnelle. Et du coup, nous avons souhaité donc vraiment faire un appel à l'action auprès des institutions scientifiques et des universités. Et on vous remercie d'avoir répondu présent pour sensibiliser, pour développer des outils, des politiques de sérotolérance, une sensibilisation massive et obligatoire, aussi bien sûr avec des engagements en matière des ressources. Et ce violentomètre s'inscrit donc dans ces actions de sensibilisation et dans cette mise en place d'actions qui peuvent permettre de répondre à la problématique. Pour nous, il était important cette violentomètre parce que c'est un outil extrêmement pratique, mais qui permet aux femmes de se sentir plus fortes face à des situations de harcèlement qu'elles rencontrent, parce qu'en fait, cela leur permet de mettre une réalité objective, scientifique, objectivable sur ce qui leur arrive. On sait que le comportement de harcèlement ou de sexisme, souvent la victime se sent humiliée, la victime prend la responsabilité pour ce qui s'est passé, elle se demande si elle exagère, s'il n'y a pas une trop grande sensibilité, etc. Là, on a une échelle objectivable où on voit qu'est-ce qui est considéré comme approprié ou inapproprié, où on va dans l'illégalité, comme vous avez dit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui permet donc d'être empowered, d'être plus forte face à ces agissements, face à ces situations. Et c'est pour ça qu'on était donc extrêmement content d'adapter donc cet outil avec Georgia et l'Université de Genève et de faire cette première action de sensibilisation aujourd'hui avec vous pour donc pouvoir mesurer, pour agir. Et donc, je vous passe la parole et je serai après ravie de répondre aux questions. Merci beaucoup à toutes les deux. Comme Nathalie l'a indiqué, effectivement, ce webinaire d'aujourd'hui fait suite au premier webinaire que l'ENS Paris-Saclay a organisé avec la Fondation L'Oréal en octobre dernier pour présenter l'enquête Ipsos et ses résultats. Le but est de faire suite à cette action ce soir en parlant des impacts très concrets des violences sexistes et sexuelles pour les victimes et de ce qui peut être mis en place dans les établissements dans le cadre de la lutte contre les VSS. Donc, on va maintenant écouter Giorgia Magni de l'équipe Genre, Rapport intersectionnel, Relations éducatives, GERIR, dirigée par Isabelle Collet de l'Université de Genève, pour nous en dire davantage sur l'outil qu'elle a développé en collaboration avec la Fondation L'Oréal pour lutter contre les VSS, le premier violentomètre adapté au milieu de la recherche, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure. Cette présentation sera suivie d'un échange avec Alexandra Palt, Maïs Derené-Ménil qui s'est connectée, juriste, formatrice et chercheuse sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi que Georgia, bien sûr. Georgia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à toutes. Avant de démarrer mon PowerPoint, je voulais vraiment vous remercier pour l'invitation. Je voulais aussi remercier la Fondation L'Oréal pour cette collaboration très inspirante qui a amené justement à la conception et à la conception du violentomètre que je vais vous présenter par la suite. Donc, je vais juste essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez, voilà, vous voyez mon écran, je pense. Bon. Ouais. Parfait. Donc, ma présentation aujourd'hui porte sur la conception du violentomètre, donc comme outil de sensibilisation contre les violences de genre dans l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc, avant, je me présente juste rapidement. Donc, moi, je suis assistante doctorante de l'équipe de recherche genre, rapport intersectionnel des relations éducatives de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et je mène une thèse doctorale sur l'impact des violences de genre vécues en milieu universitaire sur le parcours académique et les choix des carrières des personnes étudiantes qui subissent ces violences. Donc, aujourd'hui, voici, ça c'est le plan de ma présentation, je vais juste contextualiser
le projet. Donc, je vais vous présenter les constats qui ont amené à la création de cet outil. Après, je vais vous parler de pourquoi on a choisi de travailler avec un violentomètre, comment cet outil a été conçu. Et finalement aussi, je vais terminer sur le processus de validation et de finalisation de l'outil que je vais vous présenter. Donc, Alexandra Palt, elle vient de le rappeler. Donc, ça, c'est les résultats de l'enquête Ipsos pour la Fondation L'Oréal qui ont été, disons, la base de nos discussions avec la Fondation L'Oréal pour la création de cet outil. Donc, là, vous voyez, une femme scientifique sur 2 révèle avoir été personnellement confrontée au moins en situation de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. 65% d'elles qui ont subi cet harcèlement on a entraîné pour elles, cet harcèlement a entraîné un impact négatif sur leur engagement dans la science et sur leur carrière. Un peu plus de la moitié en a parlé et seulement une personne sur 5 a parlé de ça au sein de son institution. Et donc, il y a 7 scientifiques sur 10 qui estiment qu'on n'en parle pas assez de ces violences de genre dans le milieu de la recherche. Donc, ces chiffres ne surprennent pas. Hein. C'est des chiffres qui sont du milieu de la recherche, mais on comprend que le milieu de la recherche, ce n'est pas un espace qui est préservé de ces violences et on fait quand même des constats qui sont les mêmes constats qu'on trouve ailleurs. Le monde de la recherche, c'est un bastion masculin. C'est un monde où il y a du sexisme ordinaire, où il y a des idées reçues quant à la capacité des femmes d'être des bons scientifiques. Ces idées reçues comportent une dévalorisation des compétences des femmes. Donc, on a une dévalorisation de la qualité du travail. On pense que les femmes n'ont pas la capacité à s'engager dans le monde de la recherche. On pense que leurs compétences ne sont pas assez pour ce milieu. Il y a cette croyance aussi naïve qu'un niveau d'études élevé suffirait à supprimer le sexisme. Et cette croyance naïve, en fait, amène à une culture du silence qui invisibilise tous les comportements harcelants et violents. Et qui aussi amène à une difficulté dans la mise en place de mesures pour pouvoir combattre tous ces comportements. Donc, étant donné tous ces constats, en fait, avec la Fondation L'Oréal, on a décidé d'élaborer un outil de sensibilisation aux violences de genre dans le milieu de l'enseignement supérieur de la recherche qui est destiné aux personnes travaillantes, aux étudiants dans ce contexte. Et en fait, on est tombé sur l'outil du violentomètre. Donc, le violentomètre, c'est un outil didactique, en fait, qui a été créé en 2009 au Mexique par la docteure Marta Alicia Tronco Rosa. Et elle était fondatrice de l'unité de gestion des questions genre de l'Institut Polytechnique National. C'est un outil qui a le but d'aider la communauté de l'institution à identifier les violences de genre qui se manifestent tant au sein de l'institution que dans la sphère privée. Et l'idée d'identifier ces violences, c'est pour pouvoir par la suite réagir à ces violences. Dans une évaluation récente du violentomètre qui a été mise en place par l'Institut Polytechnique du Mexico, en fait, il ressort que le violentomètre est un outil qui s'est révélé très important parce que finalement, il établit une directive importante dans l'identification des acteurs et des éléments qui constituent les violences de genre. Donc, c'est sur la base de ça qu'on a décidé d'utiliser cet outil. Mais si on regarde l'outil original, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on trouve une liste des gestes de violence qui sont classés en 3 parties, qui va du jaune au violet. Et sont des gestes qui sont classés selon leur degré d'intensité. Donc, on a des gestes qui vont des plus subtils gestes aux plus évidents. On voit par exemple qu'il y en a des gestes comme des blagues, comme des gestes de culpabilisation, d'humiliation de la personne en public qui ne sont pas vraiment propres seulement au monde de l'enseignement supérieur de la recherche. Alors, avec la Fondation L'Oréal, on voulait vraiment avoir un outil qui puisse parler aux personnes faisant partie de ce milieu.
Et c'est pour ça que, alors, dans le cadre de ma thèse, une des techniques de collecte de données que j'avais développées, c'était utiliser des témoignages. Et l'emploi de ces témoignages avait été particulièrement important, surtout pour mobiliser le point de vue des personnes qui, à la base, m'avaient dit qui ne croyaient pas à l'existence des violences dans le milieu universitaire, qui mettaient, disons, en question, ces personnes remettaient en question l'existence de violences dans le milieu universitaire. Et je me suis donc dit que peut-être en mobilisant, en utilisant des témoignages des personnes confrontées quotidiennement à ce contexte et aussi à des violences dans ces contextes, pourrait constituer une bonne base de départ pour notre réflexion et donc pour concevoir aussi cet outil. Et il se trouve que dans le questionnaire Ipsos, il y avait deux questions, deux questions qui portaient sur le harcèlement sexuel et le sexisme, et aussi sur l'impact de l'harcèlement sexuel et du sexisme sur les personnes qui le subissent par rapport à la carrière de ces personnes. Les réponses, ces questions ont été répondues par, il y a eu en fait 526 réponses, témoignages qui ont découlé de ces questions. Ces 526 réponses, je les ai complétées avec les données de ma propre recherche doctorale, en particulier des réponses des personnes faisant partie du monde scientifique. Donc, il s'agissait de 28 récits d'expérience plus cet entretien semi-directive. Et l'analyse de ces données, ce qui a émergé, c'était 26 catégories de violences de genre qui ont été par la suite explicitées et classées. Donc, comment est-ce que on a élaboré cet outil, comment on a élaboré cette catégorie? Donc, on a eu deux types de façons de procéder. Donc, d'un côté, on a utilisé les verbatims telles quelles et donc on s'est inspiré de la façon dont les personnes explicitaient ces violences pour développer, pour nommer l'item. Par la suite, on a décidé de expliciter cet item pour aider dans la qualification, les personnes dans le processus de qualification. Donc là, vous pouvez voir un peu le cheminement qui a amené d'un témoignage à la façon dont on a reformulé le témoignage sous forme d'item et comment on a explicité finalement cet item pour permettre une meilleure compréhension de l'épisode de violence que les personnes étaient en train de lire. Donc, ça, c'était une première partie. Une deuxième partie, en fait, venait toujours des témoignages, mais c'était plutôt en lien aussi avec les travaux sur les enquêtes quantitatives concernant les violences sexistes et sexuelles, en particulier le questionnaire sur les expériences sexuelles de harcèlement sexiste, sexuel, comportement sexuel non désiré et coercition sexuelle, qui a été développé par Fitzgerald et ses collègues en 1999. Et c'est une questionnaire qui a été utilisé pour mesurer les violences de genre vécues dans le milieu militaire. Ce questionnaire a été aussi utilisé dans l'enquête Sexualité, Sécurité, Interaction au milieu universitaire pour construire une étude qui a été menée en 2016 dans 6 universités québécoises francophones et sur la base duquel aussi je me suis inspirée pour développer ma propre recherche doctorale. Donc, disons que les catégories, certaines catégories qui ont émergé se sont inspirées aussi de ces deux outils de mesure des violences sexistes et sexuelles. Donc, les 26 catégories qui ont été identifiées ont été aussi classées selon leur degré de gravité. Alors, ce qui est important aussi mentionner, c'est que malgré le fait que ces catégories de violence ont été classées selon la gravité, on est conscient aussi que ces actes de violence ne sont pas des actes isolés. Ils doivent être considérés comme faisant partie d'un continuum de violence, pour reprendre l'expression et le concept développé par Liz Kelly dans les années 80.
et qui découlent quand même de rapports de domination et de pouvoir qui sont à la base de cette violence de genre qui vivent les femmes au quotidien. Voilà, donc ces catégories, avant ces catégories, nous avons décidé de inclure une partie, disons plus, une partie initiale, qui est celle-là que vous voyez maintenant en verte, qui est une partie avec des items qui décrivent un cadre de travail bienveillant. Avoir cette partie, ça permet quand même aux personnes de pouvoir comparer qu'est-ce que ça veut dire travailler, avoir une ambiance de travail, un environnement de travail idéal dans lequel je peux m'épanouir en tant que femme scientifique, en tant qu'étudiante, et qui puisse servir aussi de base de comparaison avec toutes les situations qui se trouvent dans la partie orange et dans la partie rouge. Donc, la partie orange, c'est une partie qui permet de qualifier les premières situations de violence. En fait, c'est une partie les items de cette partie rentrent plutôt dans le cadre de la vigilance. Donc, c'est des comportements qui, en fait, ne sont pas acceptables, mais qui ne sont pas tout à fait encore punissables par la loi. Mais en fait, cette partie permet à la personne de se rendre compte qu'il y a certaines pratiques qui sont normalisées dans les milieux du travail, dans notre environnement de travail, et qui sont quand même problématiques. Et qu'à la longueur, en fait, si on continue à accepter ces types de comportements, ces comportements ont quand même des conséquences très importantes sur le développement, la carrière, les perspectives de carrière et aussi sur ils ont un impact psychologique aussi très important pour les personnes qui les subissent. Donc, ça, c'est pour la partie orange. Et plus on vire vers la partie rouge, on arrive à des situations qui sont punissables par la loi, qui sont des situations qui rentrent carrément dans la définition de harcèlement sexuel et sexiste qui est définie par la loi. Et en fait, ces situations sont très graves et sont aussi des situations dans lesquelles finalement c'est vraiment le ressort de l'institution de faire quelque chose pour faire cesser tous ces aspects, pour actuer, pour agir et faire cesser tous ces aspects. Finalement, alors, on a développé toutes ces catégories, donc l'outil avec toutes ces catégories, et on l'a partagé donc avec désolée, mon PowerPoint il a une animation un peu bizarre. Donc avec les membres de mon équipe de recherche, donc l'équipe Gérir de l'Université de Genève, on l'a aussi partagé avec des femmes scientifiques. Donc il y a les lauréates de L'Oréal qui ont participé, qui ont donné leur retour. On a aussi partagé cet outil avec des scientifiques des personnes travaillant dans l'industrie pharmaceutique et aussi avec des professionnels travaillant sur les violences de genre. On a incorporé tous les feedbacks qu'on a reçus et finalement, on a finalisé l'outil et l'outil finalisé, c'est celui que vous avez aujourd'hui à votre disposition. Donc, voilà, ça c'est pour le processus. Et pour la durée du processus, on a travaillé depuis le lancement de l'enquête Ipsos de l'année dernière. Donc, ça fait tout juste une année qu'on a travaillé pendant laquelle on a travaillé pour la conception de cet outil. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Georgia. On va donc passer à la partie table ronde de ce webinaire. Je vais peut-être commencer par faire un rapide tour de table afin de permettre à tous ceux et toutes celles qui se sont par exemple connectés tardivement de bien vous reconnaître et vous identifier. Du coup, par exemple, Alexandra, rapidement. Oui, donc je suis Alexandra Palt, je suis la directrice générale de la Fondation L'Oréal. Maëlys. Oui, bonjour, Maëlys de Renomménil. Donc moi, je suis juriste et chercheuse en droit pénal et membre fondatrice de l'association VSS Formation dont on parlera tout à l'heure. Georgia.
Georgia Magny, assistante doctorante à l'Université de Genève. Donc, avant de me lancer dans les questions-réponses, j'ai beaucoup de questions que j'ai préparées, bien sûr, mais je voulais vous préciser qu'il ne faut pas que vous hésitiez les unes et les autres à intervenir pour réagir à ce que voilà, chacune peut dire. Donc, n'hésitez pas, ça rendra les échanges d'autant plus riches. Et pour ceux et celles qui sont en ligne, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire au fil de la discussion. On aura un temps pour y revenir à la fin de ce webinaire où vous pourrez aussi directement prendre la parole. Donc, Alexandra, pour commencer, je souhaiterais revenir sur la conception de cet outil, donc le violentomètre. Quel enjeu ça a été pour la Fondation après l'enquête Ipsos? Pourquoi cette action en particulier et pourquoi travailler avec l'équipe Gérir de l'Université de Genève? Bah, moi, je pense que on cherche, bien sûr, c'est vrai, on sent quand même qu'on parle beaucoup de ces questions et on n'a pas l'impression que ça avance tant que ça. Donc, c'est vrai qu'il faut saisir les occasions où on trouve des outils pratiques qui peuvent apporter une solution. Je pense qu'il faut aussi vraiment être consciente qu'en termes d'égalité, et conscient et consciente, hein, qu'en termes de lutte pour l'égalité et contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un combat continu. C'est-à-dire, dès le moment où on relâche ou dès le moment où on arrête de lutter, on régresse. Et c'est vrai que c'est une information qui n'était pas suffisamment partagée, je pense aussi dans ma génération, parce que on pensait quand même un peu que ça allait naturellement s'améliorer avec la législation, le quota, les mesures, et c'est vrai que MeToo était un peu un moment de réveil. Hein. On a vu que, bah, oui, on a peut-être progressé dans le monde du travail, oui, on peut faire certaines choses, mais nos corps nous appartiennent toujours pas. Mais aussi, maintenant, ce qu'on voit, c'est que suite à la crise Covid, suite aux mouvements qui sont donc les mouvements anti-droits de femmes qui se propagent, on voit qu'actuellement, l'ONU estime que l'égalité sera atteinte dans 300 ans. Hein. Il y a quelques années, c'était 200. En 3 ans, ça a quand même massivement changé. Donc, il faut dire que quand on ne lutte pas, on régresse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager parce qu'on a l'impression qu'à un moment, ça va être atteint. Eh ben non, ça sera un combat qu'on va mener jusqu'à la fin de nos jours parce que sinon, on va régresser. Et donc, ce que je trouve important, et dans cela, il faut en permanence aussi trouver des outils qui permettent de rendre les femmes plus fortes, les personnes victimes de discrimination et d'inégalités plus fortes en permanence pour permettre d'objectiver ce qui leur arrive, pour leur permettre de voir qu'elles ne sont pas seules, que d'autres ont vécu cette situation. Et donc, cet outil était une réponse très, très appropriée à cela. Merci beaucoup. Maëlys, j'ai vu que vous avez réagi par vos expériences professionnelles et engagements personnels. Vous êtes intéressée au VSS dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. À votre avis, pourquoi est-ce que ce milieu est particulièrement propice aux situations de violence? Alors, c'est multifactoriel. Donc, rapidement, donc c'est un milieu de pouvoir, hein, c'est un lieu de savoir et donc de pouvoir. Et donc, comme à n'importe quel lieu de pouvoir, ça va forcément générer, puisque les violences sexuées et sexuelles constituent un rapport de domination, bah alors plus il y a de pouvoir, plus ce rapport peut être exacerbé. Donc, c'est particulièrement vrai dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est un milieu aussi extrêmement hiérarchisé, avec des échelons hiérarchiques très variés qui interviennent à tous les niveaux, quel que soit le statut qu'on occupe, donc ce qui rend les choses très complexes à décrypter aussi. Et il y a aussi un autre point qui fait la spécificité aussi de l'enseignement sup, sur lequel moi, en tant que juriste, je m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'on appartient à un monde un peu à part, hein, qui n'est pas assujetti aux mêmes règles du travail que d'autres environnements professionnels plus cadrés, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que quand on est enseignant-chercheur, on est moins dans dans une journée type professionnelle ou même un emploi du temps vraiment plus type avec des horaires du bureau, etc., etc. Ce qui fait que cette particularité des conditions de travail, ce flou également, peut générer aussi des difficultés, et notamment, voilà, je pense notamment aux questions de déontologie, où on n'a pas autant la déontologie chevillée au corps, si je puis dire, dans l'enseignement sup et la recherche. Et peut-être une dernière chose, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance, alors pour qui n'est pas juriste,
de manière générale dans la société du droit. Et c'est d'autant plus, c'est très important aussi, je me rends compte, les étudiants ne connaissent pas leurs droits. C'est très compliqué pour eux, en fait. C'est un milieu, voilà, comme on le disait, très hiérarchisé, avec beaucoup de strates. Ce qui fait que eux ne se rendent pas, enfin, hormis leurs professeurs, pour eux, c'est une pyramide, la gouvernance, etc. C'est très complexe à comprendre. Ce qui fait que cette méconnaissance, elle peut être aussi instrumentalisée par des personnes qui vont justement asseoir leur domination. Georgia, vos travaux de recherche portent notamment sur la façon dont sont vécues les violences de genre qui surviennent dans le monde de la recherche et la façon dont ces violences impactent les parcours académiques et les choix de carrière des étudiants, étudiantes, chercheurs ou chercheuses qui les subissent. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, dans les résultats, par exemple, de ma recherche, en fait, qui font aussi écho à beaucoup de résultats, aux résultats qui ont été mentionnés aussi avant par rapport à l'ENS. En fait, il y a 59% des participants de mon enquête qui ont déclaré. Alors, les participants de mon enquête, c'est les étudiants de l'Université de Genève, étudiants et étudiantes de l'Université de Genève, qui ont, le 59% des participants ont déclaré au moins un épisode de violence de genre vécu en milieu universitaire. Et les épisodes les plus fréquents, on peut dire, c'était des blagues, c'était des regards insistants. C'était des remarques sexistes, sexuelles, c'était des invitations répétées. Et les femmes hétérosexuelles et non hétérosexuelles étaient le groupe des personnes les plus affectées par ces violences. Et on voit bien que dans le cadre, par exemple, des conséquences académiques, donc dans les conséquences sur le parcours des carrières, quand je parle de conséquences académiques, on parle de conséquences qui vont de changement de filière, par exemple d'études, jusqu'à vraiment partir de l'université. Et en fait, on voit que ces conséquences sont plus importantes pour les femmes et les minorités de genre. Donc, ce qui indique quand même que le milieu de l'enseignement supérieur ou le milieu universitaire est carrément un environnement très hétérocis normé et dans lequel vraiment il y a aussi des épisodes et des différences aussi par rapport à certaines disciplines. Et on voit par exemple que dans mes témoignages, on voit par exemple que beaucoup de femmes sont parties du milieu scientifique, des filières scientifiques, pour aller vers des milieux qu'elles considéraient plus, disons, en sécurité, où elles se sentaient plus en sécurité, comme les lettres, les arts et d'autres types de disciplines. Donc, ça, je pense, ça dit déjà quelque chose. Et aussi par rapport au dévoilement, j'ai 56,4% des participants de ma recherche qui n'ont pas dévoilé ces épisodes. Ils n'ont pas dénoncé ces épisodes parce qu'ils pensaient, surtout, ils pensaient qu'ils n'étaient pas graves. C'était pas des épisodes graves. Ils pensaient aussi qu'ils n'allaient pas être pris au sérieux s'ils allaient reporter ces épisodes à l'institution. Et donc, ça dit vraiment beaucoup de choses par rapport à ce silence, par rapport à comment ces violences de genre sont perçues dans le milieu universitaire. Alexandra, est-ce que ça fait écho aux chiffres de l'enquête Ipsos pour la Fondation Bah, L'Oréal? surtout, je voudrais juste ajouter un point pour ne pas répéter la même chose, c'est que souvent les femmes ne savent pas qualifier la gravité de fait. Donc nous, on a remarqué ça aussi dans l'enquête, que elles ont dit non, on n'a peut-être jamais vécu harcèlement quand la question était ouverte, mais quand après on cite des exemples, le chiffre change. Parce qu'en fait, elles ne savent pas qualifier toujours correctement, parce qu'on a tellement l'habitude aussi de subir ça, qu'on n'a pas toujours conscience, ou on n'a peut-être aussi pas toujours envie de nous
de nous dire, bah, en fait, là, il y a encore quelque chose d'inapproprié qui se passait, quelque chose d'anormal, on va passer outre parce que ça arrive trop souvent. Et je pense aussi qu'il y a quand même dans la science, dans le milieu de la science, ce milieu de pouvoir que Maëlys a décrit, il y a quand même aussi vraiment un travail à faire sur euh, où est le pouvoir concentré, à quel moment aussi du parcours, parce qu'un maître de thèse, par exemple, c'est une relation qui est entre deux personnes, où il y a donc un pouvoir très très fort, qui a donc certainement aussi besoin d'être accompagné. C'est un milieu qui n'est pas tendre, en fait, hein, quand on vient de l'extérieur, moi qui venais plus du monde de l'entreprise. Dans le milieu économique, il y a plein de manières dont on peut plus s'adresser à des collègues, des collaborateurs, à ces équipes. Et dans la recherche, la violence quand même des interactions, quelquefois, hein, une certaine brutalité est quand même très forte. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail à faire aussi sur cette culture qu'on pense toujours exème de, je ne sais pas comment on dit ça, libre de tout préjugé, biais, tout est objectif, serait objectif parce que c'est la science. C'est vrai, c'est un mythe. Hein, dans les sciences sociales, on sait plus que tout point de vue est situé. Hein, et dans les sciences dures, on a quand même très envie de se raconter qu'il y a des choses complètement objectives. Et donc, je pense la question de la science genrée qui rentre là aussi dans ces réflexions n'est pas encore assez répondue. Maëlys, est-ce que vous voulez réagir? Alors moi, je suis tout à fait, enfin, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et je pense qu'il va y avoir un travail à faire aussi d'autocritique, de regard aussi critique sur nos fonctionnements académiques. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas ou peu. Alors il y a plein de raisons hein, pour lesquelles c'est complexe, mais je pense qu'il y a aussi, voilà, je parlais tout à l'heure de la question de la déontologie, mais ça en fait partie, s'interroger sur nos pratiques, comment faire que nos pratiques d'enseignement, nos pratiques de recherche, mais nos pratiques de gouvernance également puissent être éthiques et définir ce qu'est aussi l'éthique de la recherche, puisqu'elle n'est exclusivement définie qu'à l'aune de l'intégrité scientifique, mais pas à l'aune des rapports humains. Alors, c'est ce que disait aussi Alexandra. Hein. C'est vrai que dans le milieu de l'entreprise, on a un peu plus, ou dans d'autres milieux, il y a plus cette réflexion aussi d'interaction entre collègues, entre clients, patients pour les médecins, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore dans cette réflexion sur notre mode de fonctionnement. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexandra tout à l'heure à propos du violence de maître. Le but, donc le but de cet outil, c'est d'aider les personnes qui sont confrontées à des violences de genre, de mieux identifier ce à quoi elles font face. Parce qu'effectivement, c'est souvent le problème, c'est de se rendre compte de la situation dans laquelle on se trouve. En quoi est-ce que vous pensez qu'identifier et de mettre des mots sur ces situations va pouvoir les aider? Alexandra, peut-être pour commencer? Bah, c'est un peu, si on le croyait pas, je pense, on est quand même, on a quand même élaboré parce qu'on a, oui, je suis convaincue. C'est vrai que c'est même, c'est presque un exercice, c'est même une forme d'hygiène personnelle parce que moi, tout à l'heure, quand je discutais avec Georgia, je le regardais et je me suis dit, oh, mais hier, il y avait quand même une situation qui là rentre un peu dans le côté orange. C'est vrai que je l'avais ignoré complètement. Donc oui, c'est une forme ça ne veut pas dire qu'on est obligé chaque fois de réagir. C'est un choix qu'on a après. Mais en revanche, c'est permettre de chaque fois se dire, bon, je suis un peu mal à l'aise, hein, mais bah, j'ai quand même raison de m'être mal à l'aise parce que c'est inapproprié. Et après, faire le choix de réagir ou pas, ça, c'est à chaque personne la liberté là, de ce qu'on a envie d'en faire. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez... ça libère. Donc oui, moi je crois bien sûr euh, parce que justement, c'est toujours cette question-là, comme c'est tellement répandu, quand on s'est dit, face à cet épuisement qu'on a aussi face à ces situations-là, de vouloir les ignorer ou de mettre ce petit malaise de côté, ces petites humiliations, etc. Et là, on a un outil qui nous permet de chaque fois remettre les choses à leur place, peu
ce qu'on décide d'en faire dans des cas qui sont moins graves. Et donc, je trouve que c'est très, très utile. Maëlys, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut influencer la façon dont les victimes vont faire face à ce type de violence? Et quelles problématiques peuvent advenir si ces violences ne sont pas identifiées ou pas correctement identifiées? Alors oui, la première chose, je pense que c'est important aussi, puisque, enfin, pour rejoindre aussi ce que disait Alexandra, c'est qu'il y a un phénomène de banalisation qui est extrêmement fort, pardon, et d'intériorisation. Et c'est vrai que tout à l'heure, Georgia, vous évoquiez Liz Kelly, mais ça fait partie aussi d'un continuum que le fait de s'être tellement habitué à ces rapports de violence qu'on ne se rend pas compte, en fait, que ce sont des violences. Donc, je pense que c'est vraiment crucial pour lutter contre la banalisation, et je pense que c'est crucial aussi de l'adapter à chaque environnement. On a vraiment ça pour les RPS, hein, de plus en plus sur le bien-être au travail. Donc, on identifie de plus en plus concrètement ce que ça peut, quelle forme cela peut revêtir. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir cela pour en effet avoir un modèle de référence et se dire, bon, bah, voilà, moi, je peux rentrer dans cette catégorie. Euh, Après, le risque, du coup, pour ces personnes, si elles ne se rendent pas compte, c'est évidemment, d'un point de vue psychotraumatique, d'aggraver un trauma, en fait, hein, de le rendre encore plus profond, plus fort. Moi, je suis aussi dans la justice, donc je peux le voir, en fait, hein, des personnes qui ont attendu extrêmement longtemps, enfin, qui n'ont pas saisi, qui ne se sont pas rendues compte de tout ce qu'elles subissaient. Évidemment, quand on les récupère 10 ans plus tard, c'est évident que c'est beaucoup plus lourd, ou des personnes qui vont découvrir à une audience que, en fait, elles subissent des violences, des viols depuis des années. Donc, ça peut être aussi violent le contexte de révélation quand c'est pas pris vraiment à la racine, si je puis dire. Et puis, il y a aussi le risque, c'est plus on attend, plus ça sera difficile de parler aussi. Puisqu'on, voilà, encore une fois, on s'habitue, on crée aussi son identité par rapport à cela. Donc, ça peut être voilà, beaucoup plus problématique, beaucoup plus violent, et ça laisse une marge de manœuvre aussi à l'institution qui est moins grande. Donc, je pense que la prévention, par le biais de ce type d'outils, est absolument cruciale. Georgette, comment est-ce que vous voyez cet outil être utilisé concrètement? Qu'est-ce que vous suggérez, par exemple, sur la façon dont on pourrait s'en servir à l'ENS? Mais justement, dans le cadre quand même d'ateliers, de formation, de sensibilisation vis-à-vis de cet outil, et comme il a été évoqué, vraiment se servir aussi des témoignages, se servir aussi des exemples concrets. Et c'est en fait dans ce but qu'on a quand même laissé la partie avec les témoignages pour que les gens puissent comprendre que c'est pas des situations qu'on a inventées, que c'est des situations réelles qui existent et qui donc servent pour aussi avoir une meilleure compréhension du phénomène. Donc, et ce que disait aussi Maëlys par rapport à l'adaptation de chaque environnement, c'est ça que je trouve que c'est la valeur ajoutée en fait de ce violentomètre, c'est le fait que quand même il part vraiment de vécu des personnes de ce milieu. Et donc, c'est peut-être un peu plus simple, je dirais, pour les personnes de s'identifier aussi dans ces situations, parce que c'est clair que des fois, on a tendance à penser que les choses ne passent pas dans notre milieu et donc on n'arrive pas trop à s'identifier, alors que là, on a clairement essayé de contextualiser cet outil de partir de témoignages réels. Et c'est ça que je pense que c'est important. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de continuer aussi à utiliser et s'en servir de ces témoignages pour la sensibilisation et la prévention. Alexandra, est-ce que vous voulez compléter? Quelles sont les prochaines étapes pour le violentomètre et son implémentation à plus large échelle? Parce que je suppose que c'est ça le but. Oui, bien sûr, c'est le but. Donc, on continuera à collaborer avec nos partenaires institutionnels d'un côté. On continue à sensibiliser le grand public avec la campagne Mesurer pour agir et les réseaux sociaux et la sensibilisation de l'opinion avec la presse, etc. Et bien sûr, après, il y a aussi tout notre réseau de femmes scientifiques et de jeunes femmes scientifiques avec lesquelles on travaille, donc nos anciennes lauréates et, femmes qu'on a soutenues, hein, donc doctorantes et post-doctorantes, qui à leur tour vont également diffuser ça parce que c'est un outil je pense, je suis convaincue, va leur sembler utile et va avoir un effet libérateur et donc être partagé.
Alors, une fois que les personnes ont compris, réalisé ce qu'elles subissent, il y a une autre question qui est très importante, je trouve, c'est celle de leur accompagnement dans les actions qu'elles vont prendre, de comment est-ce qu'on peut les épauler. Maïlis, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus à ce sujet? Alors, au niveau de l'institution universitaire, c'est ça la... Oui, c'est ça. Euh, alors, bah, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est important d'avoir un dispositif, mais c'est ce que présentait Madame la directrice tout à l'heure, hein. Donc, c'est crucial d'avoir des personnes formées à l'accueil, puisqu'on on peut pas accueillir une personne victime de violence sexiste et sexuelle sans connaître vraiment les ressorts de ce type de violence, hein, même si on est très engagé sur ces questions, ça ne suffit pas. Donc j'insiste, hein, pour être accompagné, il faut qu'il y ait des dispositifs qui soient bien prévus, bien clairs et bien lisibles. Et après, en fait, l'accompagnement, ce sera toujours le souhait de la victime. C'est-à-dire que la temporalité ou les modalités, c'est elle qui est décisionnaire et qui doit le rester tout au long du processus. Donc ça peut être un accompagnement vraiment institutionnel et administratif, si je puis dire, hein, s'il y a des velléités d'enquête administrative et qu'il y ait une sanction au sein de l'établissement. Mais ça peut être aussi, évidemment, et tout est complémentaire, hein, un suivi psychologique, médical. Donc c'est vraiment important d'avoir ce point d'entrée pluridisciplinaire au sein des établissements. Et c'est important que les personnes soient bien au fait de ces dispositifs, parce que je parlais tout à l'heure d'une méconnaissance des droits, mais c'est aussi une méconnaissance de ce qui existe, en particulier pour la communauté étudiante. Donc c'est important de bien comprendre ce qui existe et de bien comprendre le rôle de chacun. Parce que ça peut susciter aussi beaucoup de craintes, hein. On va se livrer à son établissement alors qu'on subit des violences émanant de personnes en responsabilité peut-être au sein de l'établissement ou d'autres camarades. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, c'est important aussi pour que l'accompagnement soit bon, c'est qu'il y ait une connaissance préalable qui va générer de la confiance, hein, pour les personnes qui vont être entendues. Georgia, est-ce que vous voulez compléter? Oui, peut-être rebondir sur le fait que c'est vraiment important qu'il y ait cette formation des personnes qui prennent en charge, qui s'occupent de prendre en charge les violences, les dénonciations de ces violences, parce que dans mes données, je l'ai vu aussi, il y a beaucoup de participants qui m'ont dit, oui, nous, on aimerait bien dénoncer, mais on se rend compte que les personnes à qui on partage nos violences, elles ne sont pas à l'écoute, ils nous écoutent pas. Donc, il y a bien avoir des lieux de dénonciation, mais après, si les personnes ils nous écoutent pas, s'il n'y a pas de empathie aussi, de mécanismes qui sont mis en place, de compréhension réelle de qu'est-ce que c'est un phénomène de violence de genre. Et en fait, on va pas aller loin et surtout, on va pas encourager les personnes à parler plus, en fait. Donc, je pense que vraiment la formation des RH, des personnels qui travaillent dans les cellules d'écoute, etc., est très important. Oui, vas-y, Maïs. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un phénomène de survictimation, c'est-à-dire que non seulement une mauvaise écoute, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit par faute d'attention ou par méconnaissance, peut générer un trauma qui va s'ajouter au trauma, donc ce qu'on appelle en victimologie, hein, le phénomène de survictimation, qu'on voit notamment dans certains commissariats où les personnes ne sont pas formées, et ça peut être absolument dévastateur pour la personne victime. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte qu'on a aussi une responsabilité très grande et qu'on peut pas s'improviser d'un jour à l'autre, écoutante d'une personne victime. Ça me fait une parfaite transition vers le sujet de la formation à plus large échelle du grand public au sein du domaine de l'enseignement et de la recherche, puisque effectivement, si le violentomètre peut être utile à des fins de prévention, quand on parle de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu'il s'agisse des violences qui sont subies par les étudiants et étudiantes ou par les personnels, c'est vraiment essentiel de former à très large échelle le plus de gens possible. Alexandra, je sais que la question de la formation faisait partie des points qui étaient listés dans le call to action de la Fondation L'Oréal de l'an dernier. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus? Excusez-moi, je vais appuyer sur quelque chose là, c'est bon. Euh, donc, oui, donc bien sûr la formation. Mais moi, il y a une chose, parce qu'on parle quand même
justement, l'éducation, la formation, la sensibilisation, c'est extrêmement important. Mais moi, je veux parler quand même de quelque chose qui me semble encore plus important, et c'est la volonté politique des dirigeants dans chaque institution, dans chaque entreprise, au plus haut niveau. Parce que moi, on peut former les gens ce qu'on veut, hein, la nature humaine étant qu'on est imparfait. Et il ne faut pas non plus s'attendre à la perfection. On a besoin d'un moment d'une parole claire au plus haut niveau et d'une politique de sanctions claire, d'une politique de zéro tolérance. Ça ne veut pas dire quand quelqu'un fait une erreur que je le condamne à vie pour ne plus jamais pouvoir travailler, etc. Mais il faut une sanction adaptée pour que la personne puisse se remettre en question et éventuellement revenir ou réintégrer. Donc, mais ça, pour cela, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dichotomie qui est soit on se tait hyper longtemps et on essaye de gérer comme on peut, ou soit on passe tout de suite à un total extrême et dire il y a zéro droit à l'erreur. L'humain est imparfait, on commet des erreurs, il faut qu'il y ait sanctions, prise de parole claire et une politique claire. Et donc ça, c'est pour moi vraiment une nécessité parce qu'on peut former ce qu'on veut si on n'a pas une volonté politique claire et un exemple au plus haut niveau, ça ne va pas se faire. Et aujourd'hui, ça fait quand même souvent défaut, hein, parce que ben, c'est inconfortable de prendre des décisions, c'est des sujets inconfortables à aborder. Ce n'est pas la partie la plus agréable d'être dirigeant, parce que c'est tellement répandu qu'on a l'impression ça fait beaucoup de quelle est la réputation, qu'est-ce que ça a comme impact sur le monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fausses questions. Donc là, je trouve quand même que ça on ne peut pas sous-estimer cette importance de top sets the tone, on dit en anglais. Donc, c'est les dirigeants qui donnent le ton et là, on doit être clair. Et donc ça, c'est malheureusement, je pense, partout dans la société, pas suffisamment le cas parce que c'est un sujet qui est tellement répandu qu'on a l'impression que c'est se répéter en permanence. On va devoir se répéter jusqu'à ce qu'on voit une amélioration. Maïs, Georgia, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de l'importance de la volonté politique dans la lutte contre les VSS? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, j'ai l'impression que il faut vraiment plus de transparence de la part des institutions d'éducation supérieure, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que souvent, elles partagent, par exemple, des initiatives très positives, des campagnes, etc., etc. Mais par contre, elles sont pas transparentes vis-à-vis des chiffres, vis-à-vis qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'institution, parce que c'est vrai, en fait, c'est des chiffres qui sont problématiques, qui montrent qu'il y a des problèmes au sein de l'institution et on ne veut pas le montrer. Donc, on veut montrer le positif de ce qui se passe dans l'institution et on ne veut pas montrer qu'il y a des problèmes. Et ça, je trouve que ça crée encore plus cette culture du silence. Tout ça se passe bien chez nous. Oui, Rien. ouais, Et je suis voilà. complètement d'accord. Excusez-moi de rebondir parce que c'est vrai que nous, on a l'expérience au sein de l'entreprise qu'on suit ces chiffres et on les communique en interne de manière transparente et même en externe. Et ça, c'est un vrai changement. C'était un vrai changement de la manière de traiter la question et de la manière aussi dont la question a été perçue en interne. C'est-à-dire, vous avez une fois par an l'entreprise, hein, donc pour le coup, c'est pas la fondation, c'est l'entreprise L'Oréal, qui est quand même une grande entreprise. On communique combien de plaintes en interne, donc combien de signalements, comment ils étaient donc investigués, qu'est-ce que ça donnait comme soit non fondé, soit sanction, soit licenciement. Ça peut donc aller, c'est vraiment aussi toute l'échelle de sanctions en fonction des gravités de fait. Et ça, c'est de mettre ça, de rendre ça visible en interne et en externe. C'est extraordinairement fort comme outil, donc je suis complètement d'accord avec Georgia. Et moi, c'est terrible parce que quelquefois, des dirigeants me disent, hein, de toutes sortes,
entreprises, institutionnelles, scientifiques, etc. Oui, mais ça donne l'impression qu'il y a un problème chez nous. Mais ben, ça veut dire qu'on est au niveau zéro de la maturité parce que le problème, c'est un problème de société qui est partout. Donc, la seule chose qui est louche et bizarre, c'est quand, dans une institution, on dit chez nous, ça n'existe pas parce que c'est complètement non crédible. Maëlys, est-ce que vous voulez rebondir? Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord. Et moi, pour avoir occupé aussi des fonctions de chargée de mission auprès de la présidence d'une université, moi, j'avais vraiment une carte blanche totale. J'avais une confiance de mon président et de toute la direction. Et en fait, j'ai pu faire beaucoup, et notamment la création de la cellule contre les VSS, parce que j'avais aussi ce soutien. Il y a beaucoup d'institutions où non seulement il n'y a pas de soutien, mais parfois même on met des bâtons dans les roues. Donc, c'est important déjà à ce titre-là d'avoir un plein soutien sincère dans la lutte contre les VSS. Et puis, par ailleurs, sur la transparence, oui, c'est crucial. C'est crucial aussi pour donner confiance à l'institution. C'est ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une recrudescence des signalements qui est tout à fait naturelle, hein, puisqu'il y a la sensibilisation ayant parfaitement œuvré. Donc, on a de plus en plus de signalements qui sont faits, mais ça peut s'accompagner, si l'établissement ne communique pas bien ou ne réagit pas bien, d'une défiance encore plus grande. Donc, ça va être encore pire. C'est-à-dire que là, on va être dans on va retourner en arrière avec ce postulat que de toute façon, l'institution ne fait rien, elle protège, elle ne veut pas de vagues, etc. Donc, il y a un fondement qui est vrai, mais il y a aussi, il y a aussi un défaut de communication de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup d'établissements qui œuvrent un peu en secret sur des enquêtes, mais qui vont rien dire. Et donc, en face, on va avoir la sensation qu'il ne se passe rien. Donc, c'est aussi important qu'il y ait une obligation de transparence la plus totale. Et c'est vrai que cette obligation, à mon sens, elle doit aussi peut-être émaner du ministère. Puisque si certains établissements le font et pas d'autres, il y aura aussi cette petite un peu concurrence en disant bah moi ça se passe très très bien et j'ai pas de signalement. Vous avez vu à côté, eux ils ont 250 signalements, j'en sais rien. Donc c'est important qu'il y ait aussi une uniformité dans les politiques qui soient menées. Attendez quelques secondes pour voir si quelqu'un d'autre voulait rebondir. Je pense qu'on va peut-être Il y conclure. avait Oui, une question dans la oui. discussion, sur le chat. Oui, oui, mais on va y OK. venir. Je l'ai bien en tête. Je comptais pas du tout m'arrêter là. Déjà, donc, merci à toutes les trois pour cet échange très riche. On va poursuivre donc dans quelques minutes avec les questions des personnes qui nous suivent en ligne. N'hésitez pas à en reposer par avance. Comme ça, on prend toutes les questions d'un coup. Mais peut-être en guise de conclusion, vous voulez peut-être donner quelques mots sur les actions qui sont menées à l'ENS Paris-Saclay sur ce sujet. Donc, on essaye de s'attacher à cette transparence puisque donc voilà, Nathalie Carrasco l'a dit, il y a une enquête VSS qu'on a menée en mars 2023 dont les résultats ont été postés sur le site de l'école, donc ils sont disponibles. Et un plan d'action spécifique qui a aussi été voté et présenté en instance, qui est mis en ligne sur le site. On a un plan de formation pluriannuel avec un objectif de 100% de formés. Donc, on essaye de tendre vers cet objectif le plus possible, même si c'est pas forcément toujours facile. Et on est actuellement sur un travail de communication sur le dispositif de signalement et de traitement, puisqu'on l'a évoqué plus tôt. Il y a, pour gagner la confiance des usagers et des usagères, pour que les personnes osent faire des signalements, il faut qu'on soit très clair et qu'on mette à disposition des informations sur la façon dont les signalements sont traités. Qui a accès aux informations? Quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce que ça implique? Etc., etc. Donc ça, c'est un travail sur lequel on est actuellement en train de plancher. Et juste, je vais passer la parole à deux collègues de l'université Paris-Saclay qui nous ont rejoints et qui vont nous parler d'un DU, d'un diplôme universitaire de l'université Paris-Saclay, donc qui s'intitule Politique pénale et violence de genre, auteur, victime et parentalité donc c'est Ambi et Natacha qui viennent de nous rejoindre. Je vous laisse nous dire quelques mots sur le DU. Oui, bonsoir, Bonjour, merci beaucoup de votre bonsoir. invitation. Alors quand même, je me présente à vous, j'ai suivi un petit peu vos discussions au préalable. Donc effectivement, je suis Natacha Chatcuti-Ossorowitz et je suis maître de conférence à Centrale Supélec en sociologie, habilitée à diriger des recherches.
Et je suis aussi également chercheure permanente à l'IDHES, à l'ENS, donc Paris-Saclay. Et donc, depuis maintenant 1 an et demi, je travaille à la création d'un DU avec un collègue qui s'appelle Cédric Bienfait, qui est en fait formateur en école des parents et éducateurs Île-de-France, et il travaille également à l'accueil des personnes victimes dans un commissariat parisien. Et donc, on a créé ce DU qui, j'espère, va ouvrir, Ambi va expliquer les modalités plus logistiques après moi. Mais donc, ce DU, juste, on a peu de temps, donc je vais quand même assez rapide, mais il est né au fond aussi de mon expérience, évidemment, sur place, mais pas que. C'est que je travaille sur les questions de violence de genre et de politique pénale. Et j'ai, voilà, à la fois auprès des services de probation de peine, dans les stages, j'ai suivi des hommes auteurs, mais au préalable, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes auteurs et condamnées, et j'ai pu constater dans mes recherches que toutes ces femmes étaient prises dans un continuum de violence de genre. Par ailleurs, j'entends beaucoup de professionnels en souffrance, notamment effectivement dans les SPIP, hein, dans les services de probation de peine, parce qu'il y a un manque d'outils, parce qu'il y a des politiques très fortes de prévention, prévention de la récidive, mais au fond, peu d'outils de réflexivité. Donc l'idée de ce DU, qui effectivement croise à la fois des aspects de recherche en sciences sociales avec des démographes, des sociologues, des historiens et historiennes, et de l'autre côté, une application, je dirais, plus pratique du côté d'approche plus professionnalisante et du côté de l'intervention sociale. L'idée, c'est voilà, d'interroger le rapport entre politique pénale, violence de genre, de réfléchir à la manière dont on mesure les violences, d'avoir une approche à la fois sur politique pénale, traitement des violences de genre, mais également une approche sur la mesure des analyses quantitatives et qualitatives de ce continuum. Voilà, je vous dis les grandes thématiques, hein. L'idée, c'est voilà, de comprendre aussi l'incidence des violences de genre sur les questions d'addictologie et de santé mentale, sur les modalités d'intervention sociale dans l'accueil des personnes victimes, et aussi sur l'impact des violences de genre sur les formes de parentalité. Il y a deux autres éléments qui est la question aussi de comment penser les masculinités et leur incidence dans la coproduction des violences de genre, parce que ben, ce continuum de violence, il vient aussi de formes de régime de masculinité. Là, voilà, j'ai aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra en discuter plus tard, mais j'ai une doctorante qui peut-être, si voilà, arrive sur Saclay, et elle veut travailler d'ailleurs à Centrale Supélec sur le rapport entre régime de masculinité et violence de genre à Centrale. Donc voilà, ça fait partie aussi des enjeux importants des recherches aujourd'hui. Et enfin, le dernier aspect de ce DU, concerne la question des prises en charge institutionnelles des enfants dans un contexte de violence de genre. Donc voilà, ça c'est les grandes thématiques, et l'idée c'est vraiment de l'ouvrir à tout le monde, étudiants, étudiantes, chargés de mission égalité femmes-hommes, les personnes qui travaillent dans les services de probation de peine, travailleurs et travailleuses sociales. Voilà, il n'y a pas de niveau requis si ce n'est avoir le baccalauréat. Et en termes de validation, il y a un mémoire de 30 pages à rendre à la fin de l'année. L'idée, c'est vraiment d'articuler des apports de sociologie et de méthode à une forme d'applicabilité professionnelle, mais pas que, une forme aussi de réflexivité. J'entendais un peu les questions que vous me posiez tout à l'heure, mais c'est des questions que se posent beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions, y compris sur les aspects un peu répétitifs des violences. Par exemple, celles qui travaillent sur les hommes auteurs, c'est toujours les mêmes récits. Et donc, d'avoir un moment aussi de respiration pour pouvoir aussi réfléchir à des pratiques ensemble. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Et à la fin du DU, l'idée, c'est d'avoir aussi des compétences méthodologiques et des connaissances interdisciplinaires sur le rapport entre traitement des violences de genre, intervention sociale et questions juridiques et pénales. Voilà. Voilà. Mm. Ça Donc, vaut. il est ouvert. Vous C'est pouvez ça. d'ores et déjà vous inscrire. Bah, Il y a, totalement. voilà, il faut nous envoyer juste un CV, une lettre de motivation, et Mm. après, on fait des sélections pédagogiques. Et ensuite, c'est Ambi qui s'occupe de toute la partie administrative. Donc, effectivement, l'EDU est Ah, porté par l'Université Paris-Saclay, avec exactement. donc deux Mm. établissements partenaires, Centrale Supélec que je représente et l'École des parents et des éducateurs. C'est exactement ça. Bah, du coup, moi, j'aurais pas grand-chose à rajouter parce que
Natacha a très bien rajouté. Moi, je suis en bioéthique. En fait, je travaille au sein de la DFTLV. Et c'est vrai que, on s'occupe en fait de promouvoir les formations continues et notamment les DU, donc dont le DU de Natacha, qui est spécialisé donc sur les violences de genre. Euh, Quelle information je pourrais, si je peux partager rapidement pour plus de détails. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, c'est très rapide, mais c'est ce dont elle parlait. Donc voilà, il y a les modalités d'inscription. Il faut envoyer dossier de candidature, donc CV, lettre de motivation à Natacha, donc avant le 23 septembre. C'est à ce moment-là qu'il ouvre le DU, que le DU va commencer officiellement. Et ensuite, bon, voilà. Là, vous avez donc le contact de Natacha. Pour tout ce qui est administratif, il y a en fait, ça c'est ce que vous pouvez retrouver directement sur la plaquette, sur la page du DU. Et voilà, vous avez ici en fait l'adresse email de mes collègues qui vont gérer en fait les dossiers administratifs. Et on est en partenariat, comme a dit Natacha, avec Centra Supélec et l'EPE. Voilà, j'aurais rien d'autre à ajouter sur ce côté-là. Là, merci beaucoup à toutes les deux. Très bien. Du coup, comme j'ai dit, on va passer au temps d'échange. Donc, il y a effectivement des questions dans la discussion. C'est aussi possible de lever la main pour là, j'informe les participants et les participantes. C'est aussi possible de lever la main pour poser des questions directement. Donc, surtout pas hésiter. Je vais peut-être commencer avec la question technique qui nous a été posée par Charlotte. Comment a été faite la validation de l'outil le violentomètre? Ça, je pense que c'est plutôt pour Georgia. Oui, alors la validation, c'était faite auprès de différents publics. Donc, comme je disais, l'outil a été partagé à une équipe de chercheurs et chercheuses sur les questions genre. Après, il a été aussi partagé avec des femmes scientifiques, donc des publics plutôt concernés par ces questions. Donc, c'était des lauréates du programme L'Oréal et aussi des femmes scientifiques travaillant dans l'industrie, pharmaceutique en particulier. Et après, il a été aussi partagé avec des personnes travaillant sur des formatrices travaillant sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Merci, Georges. J'espère que ça répond à la question. Il y a aussi une question, enfin, il y a une série de questions très intéressantes qui sont soulevées par Chloé. Donc, je lis l'ensemble des questions et puis je vous laisse toutes les trois réagir. Avec ces statistiques, comment peut-on continuer à encourager les jeunes femmes à choisir des sciences? Je me pose sincèrement la question, la passion vaut-elle les difficultés? Peut-on mettre en place ce qu'il faut pour que les générations qui arrivent soient safe? Et sinon, comment peut-on identifier les milieux qui le sont autrement par le bouche à oreille? Je sais pas qui veut commencer à répondre. Ouais, bah, moi, je pense on n'a pas, non, comment je veux dire ça sans, je me pose pas la question dans ces termes-là, parce que je ne peux pas laisser le monde de la science aux hommes, parce qu'il y a quand même des questions scientifiques qui déterminent notre avenir autant qu'humanité. Sur l'ensemble des questions, peu importe si c'est l'intelligence artificielle, les questions environnementales, la santé, etc., c'est que si on n'a pas le point de vue des femmes et le point de vue donc d'une diversité de points de vue, je ne vois pas quelle société et quel avenir on crée. Donc, pour moi, je suis obligée de continuer à encourager les femmes à choisir les études scientifiques, à poursuivre des carrières scientifiques, mais en revanche, on doit aussi se sentir responsable d'améliorer cet environnement. Et après, parce que le choix, l'alternative, c'est quand même de rester à la maison, hein. Et à la maison, il faut dire que les femmes ne sont pas non plus en sécurité parce que la violence vient quand même plus souvent dans ce milieu. Donc, c'est une société qui doit se transformer, hein. Oui, c'est dans le milieu de la recherche, le milieu scientifique, on parle, mais il faut aussi dire qu'on regarde l'Observatoire du sexisme en France, que ce chiffre déconnecte pas avec ce qui est vu dans d'autres secteurs et dans d'autres milieux. Donc, c'est quand même une réalité partagée. Donc, la seule possibilité qu'on a de continuer à vouloir et de transformer cette réalité qui nous entoure et de prendre au contraire un peu du pouvoir partout pour le partager réellement à moitié avec les hommes.
Maïs, Georgia, vous voulez réagir? Mais je pense que effectivement, c'est ce que Alexandra disait. En fait, c'est pas dire aux femmes d'aller vers les sciences, c'est vraiment changer la structure et le monde des sciences pour ce qu'ils puissent être plus, parce que les femmes puissent se sentir plus en sécurité. C'est ça l'enjeu. Je pense que c'est ça que c'est vraiment important. Et c'est dans cette idée de transformation qu'il faut réfléchir et pas interdire aux femmes ou décourager les femmes à aller vers certains milieux, mais transformer les milieux pour qu'ils puissent être meilleurs pour les femmes, en fait. Voilà. Nathalie? Oui, je rebondis là-dessus. L'idée, c'est bien que, en tout cas, dans une école, dans les études, que les filles elles se sentent encouragées à faire absolument ce qu'elles veulent. Et donc, comme je rebondis sur ce qui a été dit, c'est bien le système qui doit se transformer. C'est dans cette démarche que on fait ses études, que on agit. L'idée, c'est bien de ne pas rester dans le déni. On parlait tout à l'heure du fait que, il y avait cette question de la réputation, qu'on n'ose pas dire, mais en vrai, il faut dire pour pouvoir vraiment traiter et pouvoir permettre à nos jeunes, les jeunes filles et les jeunes garçons, de travailler dans des conditions qui refusent ces conditions-là, justement, de VSS, pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent exprimer leur goût pour les sciences, leur goût pour la collaboration, pour le travail ensemble et également le travail ensemble entre les hommes et les femmes en réalité, hein. C'est un vrai apprentissage ici et c'est à nous, en responsabilité d'établissement, de leur fournir ces conditions sereines pour le faire. Merci Nathalie. Oui, Stéphane, normalement, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, merci. Merci pour tous ces travaux de recherche, hein, c'est très intéressant. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit à propos de la prise de conscience et la reconnaissance des VSS. Et est-ce que le monde universitaire est plus lent que la moyenne de la société, peut-être en France ou en Europe par exemple, ou est-ce qu'il y a certains milieux en France ou ailleurs qui sont plus comment dire, plus rapides à prendre conscience et à reconnaître les problèmes et à les traiter que l'université? Maëlys, j'ai vu que vous réagissiez. Oui, alors moi je trouve que pour intervenir depuis maintenant 2017 dans les établissements d'enseignement supérieur à la recherche, je trouve que ça avance lentement, mais ça progresse. Il y a vraiment des différences par rapport à ces dernières années. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Après, c'est lent, mais c'est un processus qui concerne l'ensemble de la société, donc c'est normal. Et puis, bah, on voit ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Autant vous dire que, et dans le milieu du cinéma et dans le milieu politique, ça n'avance pas aussi vite, hein, puisque vraiment, cette obligation de mettre en place des dispositifs, elle est quand même largement respectée. On le voit même dans l'éducation nationale, hein, c'est pas aussi. Il n'y a pas autant de réactivité dans cet environnement. Donc, il y a encore. Voilà, il n'y a pas tous ces référents, il n'y a pas tous ces dispositifs qui sont mis en place. Donc, sans dire que l'enseignement sup est modèle. Juste dire qu'il y a quand même eu vraiment une prise de conscience réelle, mais qui doit voilà, se poursuivre et voilà, il faut continuer, mais il y a quand même une prise de conscience réelle. Ouais, moi, je trouve que de là où moi je parle, c'est intéressant parce que j'entends ce que vous dites et vous avez raison. Il y a certainement des endroits où je ne connais pas, comme le milieu du cinéma, etc. Comparé au milieu d'entreprise, je trouve que ça va vraiment beaucoup plus lentement. Parce que dans l'économie privée, comme le talent sont chers, comme il y a une liberté de mouvement, comme les gens, on a partout quand même des relations hiérarchiques qui sont multiples, donc le pouvoir individuel il est plus limité, comme les gens peuvent partir très rapidement et rebondir ailleurs plus facilement que dans la recherche. La culture des interactions dans le monde de l'entreprise, en tout cas ce que je connais, plus rapidement progressé que la science. Mais je suis ravie d'entendre que la science, c'est tout de suite après. Je sais pas s'il y a d'autres réactions. Non?
Je vais lire un autre. Alors, il y a un témoignage suivi d'une question de Yo, enseignant dans un IUT de génie mécanique et productique avec 90% d'élèves de sexe masculin. Nous observons une recrudescence du sexisme, de manière subjective, vu qu'il n'y a pas de quantification officielle. Comment, dans des milieux aussi peu féminisés, sensibiliser au VSS, notamment les étudiants de sexe masculin, afin que ces derniers les reconnaissent et les dénoncent alors qu'ils ne sont pas directement concernés? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Mais alors, je réponds à ces questions. Je vois aussi, il y avait aussi une question plus ou moins similaire de la part de Sonia par rapport à la façon dont les étudiants masculins réagissent. Et ce que je disais par exemple avant, c'était que dans le cadre de ma recherche, en fait, j'ai interviewé et des personnes ayant vécu des violences au milieu universitaire, mais aussi des personnes qui n'avaient pas déclaré avoir vécu de violence. Et beaucoup de ces personnes, c'était des hommes. Et en fait, avec eux, j'ai travaillé sur la base de témoignages, justement, pour comprendre un peu quelle était leur compréhension de la violence de genre, quel était aussi leur niveau d'adhésion. Vis-à-vis des idées reçues autour de la violence de genre et de la culture du viol, par exemple. Et j'ai vu qu'avec les témoignages, parce que quand on commence à dire non, ça n'existe pas chez nous, c'est quelque chose que à l'université, non, ça c'est pas possible, etc. Parce que ça me touche pas en première personne aussi non plus, etc. Quand on utilise des témoignages, des exemples, euh, on, on leur fait quand même prendre conscience que ça existe en fait, que ça touche tout le monde. Et c'est un autre niveau aussi de réflexion qui ça déclenche. Et moi, j'ai vu vraiment le discours un peu changer avant et après l'utilisation des exemples. Et c'est pour ça que je me dis que même si on est dans un milieu qui est avec 90% que des hommes, on peut quand même faire des formations, des sensibilisations sur ces questions en utilisant des approches aussi par témoignage et on peut carrément sensibiliser les personnes parce que je pense que même si on est dans un environnement très masculin, quand on est face à des témoignages, quand on lit des témoignages, on demande de réfléchir autour de ces questions, on, on, on se rend compte, on prend quand même un peu de conscience en fait que ça existe en fait. Voilà. Donc, Je peux peut-être compléter avec avec une expérience de première main. Il faut savoir qu'en fait, ce midi, on a présenté le violentomètre à la population de l'ENS Paris-Saclay, puisqu'il y avait un stand devant l'école et qu'on présentait le violentomètre et on le distribuait. Il faut savoir que le pourcentage d'hommes à l'ENS Paris-Saclay est encore assez élevé. On est pas à 90%. Il y en a quand même à largement plus de 50%, donc il y avait beaucoup d'hommes, d'étudiants et de personnel, et que ça a beaucoup intéressé, non, vraiment, enfin, on voyait les personnes lire vraiment les différents exemples, et comme effectivement il y a un grand niveau de concret, ils pouvaient plus facilement se projeter sur les situations que quand on fait référence aux grandes catégories qui sont souvent listées quand on parle de VSS. Donc voilà, il y a eu vraiment des réactions plutôt positives. On arrive sur la fin du temps qui nous était accordé, mais Chloé a déjà posé une question et a levé la main depuis un certain temps, donc je vais lui laisser la parole. Normalement, là, vous Oui, pouvez allumer votre micro. est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Non, mais je voulais juste vous remercier. Ma question était sur enfin, sur comment convaincre des jeunes femmes de choisir les sciences. Je vois bien les enjeux, hein, puisque je suis ingénieure en IA, et c'est juste que d'un côté, j'ai très envie de convaincre des femmes de me rejoindre, et je suis passionnée par ce que je fais. De l'autre, euh, j'ai peur de les envoyer dans un endroit qui ne soit pas du tout safe. Moi, j'ai subi du harcèlement sexuel, que ce soit à l'université, en école d'ingénieur ou au travail. Et je souhaite ça à personne. Et c'était vraiment une question sincère. Malheureusement, j'aimerais bien changer les choses de l'intérieur, mais je ne suis plus de l'intérieur puisque j'ai fui. Je suis entrepreneuse maintenant. Euh,
Et donc, je vous remercie parce que effectivement, il y a le côté, bah, faut se battre et faut prendre cette place et enfin, comme en politique, il faut être là quand le changement se fera, il faut être là dans la prise de décision. Euh, mais c'est dur quand même. Donc, merci pour votre travail et merci pour vos réponses aussi. Merci pour votre témoignage, Chloé. Et chaque fois et parce que vous témoignez et parce que vous avez déjà fait le parcours que vous faites, vous avez déjà changé les choses. Et ça ne, c'est pas du jour au lendemain, mais chacun avec notre contribution, on fait avancer les choses. Et à un moment, c'est aussi OK de dire, là, c'est trop, je vais faire autre chose et peut-être revenir dans quelques années ou pas, en fonction de ses priorités. Mais ce n'est pas pour ça que que ça a pas contribué à faire avancer les choses. Et donc, merci d'avoir fait avancer les choses aussi de votre côté. Merci à vous. Il est donc temps pour moi de clôturer ce webinaire. Merci à tous et à toutes d'y avoir assisté. Merci pour les questions posées qui ont considérablement contribué à enrichir les échanges. Je tiens bien sûr à remercier tout particulièrement les intervenantes de ce soir. Merci enfin à la présidente de l'ENS Paris-Saclay d'avoir ouvert ce webinaire. Vous serez contactés dans les jours qui viennent par mes collègues afin d'avoir un retour sur votre intérêt pour ces questions. Et donc, merci encore de vous être connectés si nombreux et nombreuses et je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez Merci, pas Claire, à pour aller visiter le l'animation. site. Merci. 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 Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir Bonne à tous. soirée.